dans tes dents. Hello, c'est Margot. Salut, c'est Mathieu. Bienvenue sur le podcast qui parle de vos dents et de ceux qui en prennent soin. Bonjour les amis, on espère que vous allez bien en cette période étrange de confinement. Nous sommes très heureux de partager avec vous l'échange que nous avons eu avec Myriam, le docteur Myriam Dib. Myriam est orthodontiste à Paris et nous a parlé avec passion et pédagogie de son parcours, de la vision de son métier et de comment aborder un traitement orthodontique chez l'enfant mais aussi chez l'adulte. À quel âge commencer l'orthodontie et quels en sont les risques ? L'orthodontie est-elle aussi efficace chez les adultes ? Quels sont les différents traitements possibles ? Les gouttières invisibles sont-elles aussi efficaces ? Les dents peuvent-elles bouger après un traitement orthodontique ? Est-il nécessaire aujourd'hui d'extraire des dents pour des raisons orthodontiques ? Nous avons essayé de répondre avec Myriam à toutes ces questions. Cet épisode a été enregistré avant le confinement dans un café parisien, ce qui explique le bruit de fond, l'odeur du café crème et les ambiances chaleureuses qui nous manquent aujourd'hui. Nous vous souhaitons une très très bonne écoute les amis et surtout, prenez soin de vos dents. Je vous présente Myriam, le docteur Dib, qui est... écoute, en fait, le mieux, c'est que ce soit elle qui se présente. Comment tu vas Myriam aujourd'hui ? Ça va très bien, je suis très contente d'être avec toi Mathieu. C'est gentil, merci. En plus, tu es venu à Paris, donc ça c'est top. Alors, moi je m'appelle Myriam, j'ai 33 ans et je suis orthodontiste. Ouais, c'est pour ça que aujourd'hui, pour Dans tes dents, ça nous paraissait avec Margot, important qu'on ait le point de vue d'un orthodontiste. D'ailleurs, comment on devient orthodontiste, Myriam ? Alors, d'abord, on fait dentaire pour devenir orthodontiste. Donc, on fait 6 ans d'études, c'est le parcours général, on va dire, principal. On devient chirurgien dentiste et après, si on a encore faim et envie d'apprendre, on peut se lancer dans 4 années d'études en général, 3 à 4 années, pour devenir spécialiste en ortho. Et moi, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Donc, je suis partie en Angleterre pendant 4 ans. Après tes études de chirurgie dentaire ? Après mes études de chirurgie dentaire, dans une faculté anglaise à Londres. Et j'ai fait 4 années pour devenir spécialiste en orthodontie. Ok. Ça t'a plu Londres ? C'était top. Sauf la nourriture. Sauf la nourriture. C'est ce qu'on dit souvent. Mais alors du coup, c'était pas le sujet, mais là on peut en parler. T'as vu une différence entre les formations en France et les formations anglaises ? Alors j'ai vu une énorme différence entre les formations anglaises et les formations françaises. D'abord je dois dire que la formation française est excellente. Elle est vraiment très bien et qu'on forme des très bons chirurgiens dentistes en France. Mais en Angleterre, on a cette culture de l'article, de la revue scientifique, de la recherche, qu'on n'a peut-être pas forcément en France, du fait de la langue. Du fait de la langue. Voilà, parce que faut parler anglais, la plupart des articles scientifiques sont écrits en anglais. Donc en Angleterre, d'un point de vue recherche et apprentissage scientifique international, on va dire, c'était beaucoup plus riche. Après, à l'hôpital et techniquement, l'orthodontie, ça reste l'orthodontie, qu'elle soit pratiquée en France ou en Allemagne ou en Angleterre. Ouais, t'as pas vu de différence technique ? Non. Par contre, c'est l'accès aux données scientifiques internationales. L'accès aux données scientifiques, la manière d'aborder la recherche, la manière d'aborder la lecture d'articles est beaucoup plus poussée et a une place très importante dans les études. Et donc, en fait, on nous apprend en Angleterre à avoir un esprit critique par rapport à une nouvelle technique, à une manière d'aborder un problème, etc., qu'on n'a peut-être pas forcément en France. Mais on a l'impression que c'est en train de prendre en France petit à petit. Je pense, oui. Ouais. Et c'est dans tous les cas très important de prendre le pli parce que c'est ce qui fait qu'on avance dans notre profession. Ok. Ouais, c'est hyper intéressant en tout cas, merci. Donc tu fais dentaire, tu pars à Londres pour te spécialiser, voilà. Parce qu'il y a des voies quand même pour se spécialiser en France. Alors il y a des voies, bien sûr, il y a l'internat, mais l'internat il est réservé aux étudiants qui n'ont pas passé leur thèse. D'accord. Et moi j'étais déjà thésée, en fait, j'ai fait de l'omnipratique et je me suis dit pendant 6 mois, et je me suis dit mais en fait je veux faire de l'orthodontie moi. D'accord. Donc l'omnipratique, pour que les gens comprennent bien, c'est le cabinet de chirurgie généraliste. Donc tu as bossé pendant 6 mois comme ça ? Pendant 6 mois. Ok. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne avec qui je travaillais faisait un peu d'orthodontie. Ok.
Et donc, ça m'a donné envie. Quand je le voyais poser les bagues, je trouvais ça sympa. On travaille dans une ambiance calme, sur des enfants en général. Donc, et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Okay. Et surtout, pourquoi l'orthodontie ? Parce que l'orthodontie, c'est regarder le patient à l'échelle, c'est ce que je dis, c'est mon expression, à l'échelle macro. C'est-à-dire que le dentiste regarde le patient à l'échelle micro. Il regarde la dent, la carie, les racines... Les racines dentaires. Et moi, je me disais, mais attends, on va resituer tout ça dans son contexte et regardons le visage du patient. Et en fait, c'est pour ça que je me suis dit, en tant qu'en plus, bon, ça fait très cliché, mais en tant que fille, en plus, un peu coquette, j'adore regarder. L'esthétique, pour moi, c'est important. Et donc, pour moi, je me suis dit, moi, je veux traiter le patient à l'échelle macro. Et donc, l'orthodontie répond à cette question. Et pour le faire à fond, il faut se former, il faut faire la spécialité, il faut faire les années complémentaires, donc soit l'internat pendant les études, soit à l'étranger dans d'autres formations spécialisantes. Oui, parce qu'il y a donc des diplômes spécialisants, etc. Tout à fait. Mais il y a aussi des dentistes qui font de l'orthodontie. Absolument. En fait, quand on est chirurgien dentiste, on a le droit de faire de l'orthodontie. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que quelqu'un qui fait de l'orthodontie dans un désert médical et qui n'est pas spécialiste rend énormément service. Et c'est très important que ça puisse continuer d'exister. Il faut que le chirurgien dentiste ait des données de base et des connaissances de base en orthodontie, rien que pour diagnostiquer des problèmes et savoir adresser, et aussi parfois, parce qu'il n'y a pas le choix, dans un endroit où il n'y a pas d'orthodontiste, eh bien qu'il traite lui-même le patient et qu'il lui rende service. Pour moi, c'est très important. Ouais, pour des besoins de santé publique. Ouais. Absolument. Et j'ai des exemples qui me viennent en tête. Quand on a une dent qui ne sort pas, ce qu'on appelle nous une canine incluse par exemple, et qu'il n'y a personne pour traiter cette malocclusion, eh bien, il faut que le chirurgien dentiste sache le faire. Alors après, c'est pas le traitement le plus facile, mais il faut le faire. Parfois. Excuse-moi, je te coupe pour que les gens comprennent bien. Une canine incluse, c'est une canine qui serait restée dans l'os, dans le palais, par exemple, c'est souvent le cas. Voilà, après la date, qu'on va aller chercher, ou même parfois parce que le palais est trop étroit. Et dans ce cas, les canines n'ont pas la place pour sortir et donc elles restent retenues. Et juste en faisant ce qu'on appelle une disjonction, c'est-à-dire en créant de la place au palais, eh bien, la canine, qui est la dernière dent en général à sortir au maxillaire, et donc c'est pour ça qu'en général elle reste bloquée, trouve sa voie et sort. Et donc c'est très facile d'aller poser un disjoncteur. C'est pas un appareil très compliqué à mettre en place et ça rend énormément de services. Et aussi, si on a un problème, le sens transversal. Ok. Donc en fait, si on résume ce que tu viens de dire, ce qui t'a plu, c'est de prendre un peu de hauteur et de voir les conséquences de ton travail sur l'aspect global du corps, notamment sur le visage. Absolument. Parce que tu penses, je connais ta réponse, mais quand on fait un traitement orthodontique, ça va changer la face du patient ? Alors, au début, quand j'ai commencé l'orthodontie, c'est ce que je pensais. Je me disais, tiens, si on change l'alignement dentaire, l'inclinaison d'une incisive maxillaire, donc une incisive du haut, on va changer le profil du patient. On va, par exemple, son nez, un nez un peu allongé. Si on recule beaucoup les dents, eh bien, il va paraître encore plus allongé. D'accord. Et en fait, ce sont des concepts qui existaient, qui étaient très vrais dans les années 70. Donc on faisait beaucoup d'extractions et donc c'était l'époque, c'était la mode. On enlevait beaucoup les dents, voilà. Et pour des raisons purement orthodontiques. À visée esthétique. À visée esthétique. D'accord. Absolument. Il fallait avoir un profil droit. Il fallait avoir les dents du bas droites, les dents du haut droites. Et souvent, on enlevait 4 prémolaires. Aujourd'hui, ça se fait de moins en moins. Donc on est passé, je crois que c'était... Bon là, je ne vais pas te donner des numéros parce que je suis plus sûre de mes chiffres, mais aujourd'hui, on a largement réduit le nombre d'extractions chez les patients pour des raisons, pareil, esthétiques. Parce qu'on s'est dit que ça pouvait effondrer un profil et qu'un profil qui avait eu des extractions vieillissait plus mal qu'un profil qui n'avait pas eu d'extraction. D'accord. Alors attention, un patient qui a quand même besoin qu'on lui retire des dents doit bénéficier de ce traitement et d'extraction. D'accord. Mais disons que on n'extrait plus pour les mêmes raisons qu'avant. Ça n'est plus systématique. Okay. Et
En revanche, pour revenir à ta question, est-ce que l'orthodontie, finalement, quand on traite quelqu'un, on aligne des dents, on change vraiment le visage du patient, il faut quand même mettre un bémol là-dessus, atténuer cette idée parce que c'est pas tout à fait vrai. Ce qui change réellement le visage du patient, c'est la chirurgie orthodontique. Okay. Et ça, on ne la fait pas chez les enfants. En fait, on n'a pas le pouvoir, nous, de changer complètement le visage d'un patient. Et les petites transformations dont je parlais sur le nez, les lèvres, l'affaissement du visage, c'est vraiment très subtil. Et je pense qu'il n'y a que l'orthodontiste ou peut-être le dentiste qui va le voir, mais sûrement pas le patient et encore moins... D'accord, il faut avoir un œil un peu expert, c'est Absolument. Ça pour voir la différence. Voilà. Ouais. En revanche, la chirurgie orthodontique, qui se fait très souvent chez l'adulte. Alors, c'est quoi la chirurgie orthodontique ? La chirurgie orthodontique, c'est le patient adulte, soit qui n'a pas eu de traitement durant l'enfance, donc qui a un problème squelettique, qui n'a pas été traité pendant l'enfance, ou alors qui a été traité, mais le problème squelettique était tellement important que même à l'âge adulte, il a récidivé en fait. Il est revenu à la case départ. Et souvent, ça se traduit par « Ah ouais, mais moi, madame, j'ai déjà eu 4 ans de bague en consultation. » Ok, bah tiens, justement, ça, c'est absolument génial que tu abordes ce sujet-là, parce qu'on entend des problèmes squelettiques, on entend la chirurgie orthodontique, c'est l'ordo qui parle, la chirurgie orthognathique, etc., qui va être là pour rattraper les conséquences de la croissance osseuse, si j'ai bien compris. Tout à fait. Mais alors, si on part du patient le plus jeune possible, la première question qui vient, à mon avis, chez tout le monde, à quel âge on va pouvoir commencer à avoir un avis d'orthodontiste et on va pouvoir commencer l'orthodontie? Et est-ce que les traitements les plus précoces sont les meilleurs? D'accord. Alors, il y a des recommandations aujourd'hui qui disent que vers 6-7 ans, c'est bien d'aller voir l'orthodontiste. Non pas qu'on va commencer un traitement à cet âge-là, parce que c'est beaucoup trop tôt, mais à cet âge-là, on va lever les habitudes déformantes. Je m'explique, c'est à cet âge-là qu'on va regarder si l'enfant suce encore son pouce ou a encore le doudou dans la bouche et qu'on va conseiller aux parents, justement, et expliquer à l'enfant qu'il serait bon d'arrêter parce que ça va déformer ses mâchoires. Par exemple, petite parenthèse, ces conséquences-là pourraient plus tard générer ou indiquer une chirurgie pour rectifier les conséquences sur la mâchoire? Alors, pas dans forcément. Cas peut-être les plus extrêmes. Oui, peut-être. Ouais. Oui. Alors, quand on a un problème squelettique, souvent il est d'origine génétique. Il peut être entretenu par des habitudes déformantes, mais on a une carte génétique. Et en fait, c'est très difficile. Nous, on a des moyens en orthodontie de le corriger chez l'enfant. Mais parfois, il y a des schémas qui font que le patient est programmé pour la chirurgie. Par exemple, une petite mandibule, une trop grande mandibule, Absolument. etc. Ok, ça, c'est génétique. Absolument. Ok. Il y a des chances que des parents qui ont une mandibule très grande, les enfants aient des mandibules très grandes. Et souvent, on dit c'est de la faute du papa. C'est toujours de la faute du parent qui n'est pas à la consultation. D'accord, ok. Ok. Donc, on a un petit, il a 7 ans, il vient de consulter. Premier réflexe, c'est déjà travailler sur les habitudes qui vont jouer sur la croissance osseuse. Alors, on fait 2 choses à cet âge-là. Premièrement, un peu jeune pour la radio, à 8 ans, on va dire on fait une radio panoramique. On vérifie qu'il a toutes ses dents d'adulte. Radio panoramique, c'est une radio de toute la bouche. De toute la bouche. Et des articulations. Articulations. Les ATM. Des articulations de la mâchoire. Voilà, c'est ça. On voit sur la radio les ATM aussi. Donc là, on regarde, est-ce que toutes les dents d'adultes sont présentes? Est-ce qu'il y a des dents en plus? Est-ce que peut-être que l'angulation d'une dent n'est pas très favorable? En général, on ne se prononce pas à ce moment-là, c'est un peu tôt. Okay. Et bien sûr, cette radio doit être liée à la clinique, à ce qu'on voit en bouche chez le patient. Donc ça, c'est la première chose. Mais il est trop tôt pour mettre un appareil. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que entre le moment où l'enfant a toutes ses dents de lait et quelques dents définitives, ce qui est souvent le cas à cet âge-là, et le moment où toutes les dents de lait vont tomber et les dents définitives vont pousser, il y a un laps de temps tellement long qu'on risque de récidiver dans le problème initial. C'est-à-dire retrouver le problème. On risque de perdre les bénéfices de notre traitement. D'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si à cet âge-là, par exemple, on a une mâchoire trop étroite et qu'on décide de l'élargir, un palais plus petit que la mandibule. En gros, un Tupperware, le couvercle est plus petit que la boîte. Okay. Il faut élargir le couvercle.
d'accord ? Et qu'on le fait un peu trop tôt. Si les incisives ne sont pas matures, c'est-à-dire que leur racine n'est pas apexifiée, c'est-à-dire fermée, on risque de les abîmer. Donc on risque d'avoir un effet, ce qu'on dit, iatrogène sur le patient. D'accord. Donc il faut traiter, intercepter à un certain âge, c'est-à-dire pas trop tôt ni trop tard. Et le mieux, c'est un peu avant, une année ou deux avant la denture, la mise en place de la denture permanente. Donc les dents définitives. Les dents définitives. Ok. Voilà. Quand toutes les dents de lait sont tombées. Voilà. Ok. Voilà. Mais déjà, tu penses à la conservation et à l'impact sur les dents définitives. Okay. Absolument. Okay. Il faut toujours garder ça en tête. Donc là, ton petit patient que tu as vu à 7 ans, tu sais que peut-être que tu vas le revoir un peu plus tard. Il faut lui dire, alors un patient à 7 ans, on va lui dire donc, encore une fois, arrêtez de sucer le pouce, le doudou si c'est le cas. On va lui dire de revenir tous les ans en contrôle de consultation pour vérifier que les dents d'adulte poussent correctement, qu'il n'y a pas de problème. À 8 ans, on fait une radio, ça c'est les recommandations. Okay. Radiographie panoramique, la première à 8 ans. Et puis après, on voit en fonction du problème, est-ce qu'on traite ou pas. Ok. Et c'est là où tu commences à poser les bagues ou pas encore ? Alors, jusqu'à ce qu'on ait les dents d'adulte, on ne met pas de bagues en général. Ou alors on en met quelques-unes pour intercepter, c'est-à-dire empêcher un problème de s'installer. Mais les bagues, c'est pour aligner des dents. Alors que l'interception, c'est la chirurgie orthognathique chez l'enfant. C'est un appareil pour corriger un problème squelettique en général. Il y a plusieurs formes d'interception. Il y a l'interception d'un problème squelettique et l'interception d'un accident d'évolution. À cet âge-là qu'on va corriger. D'accord. C'est-à-dire une dent qui ne pousse pas ou un problème squelettique. Donc en gros, pour faire simple, tu vas pouvoir jouer sur les os, voilà. La croissance des os, voilà. Ou sur le déplacement des dents définitives. Voilà, exactement. Ok, super. Aider une dent à sortir ou corriger un palais trop étroit ou une mâchoire du bas trop en arrière ou trop en avant. D'accord. Donc là, avec des traitements plutôt précoces, jeunes ? Vers 9-10 ans, on va dire. Parce que cette croissance osseuse, à partir de quand elle est bloquée, on ne peut plus rien faire, justement. À partir de quand on va pouvoir la modifier que par chirurgie, c'est ça hein ? C'est ça. Ouais. Alors, il y a on grandit la face grandit dans 3 dimensions de l'espace. Dans le sens transversal, c'est-à-dire en largeur, d'accord ? Dans le sens antéro-postérieur, c'est-à-dire vers l'avant ou vers l'arrière, et dans le sens vertical. Ouais. Et il faut savoir que les 3 vont s'arrêter, mais à des temps différents. D'accord. La première croissance qui s'arrête le plus tôt, c'est le sens transversal. Ok. D'accord ? Vers, on va dire, 14-15 ans, le petit appareil qu'on met au palais pour élargir le palais, on peut encore le faire, mais l'os, déjà, c'est bien consolidé, c'est plus compliqué. D'accord. Ensuite, la croissance antéro-postérieure, on va dire que c'est jusqu'à 17-18. Okay. Et la croissance verticale, elle dure toute la vie. D'accord. Et c'est la pire. C'est-à-dire que si elle est très défavorable, c'est elle qu'il faut bien regarder quand on décide de traiter le patient, parce que si elle est très défavorable, on va perdre les bénéfices de notre traitement, ou alors on va récidiver dans notre malocclusion. Pareil pour le sens antéro-postérieur. En fait, toutes ces différentes croissances, plus elles sont sévères, plus ça va être difficile de les intercepter, plus ce sont des voyants qui disent qu'il vaut mieux faire une chirurgie. Ça veut dire qu'en fait, si j'entends bien, le visage grandit toute la vie ? Alors oui, le visage grandit toute la vie, mais bien sûr, vous n'allez pas vous retrouver, vous ne naissez pas avec une face courte et vous terminez Franck Ribéry, ça c'est pas possible. On va dire que, je dis une bêtise, mais c'est pour vous donner une idée. Imaginons qu'on grandit d'un millimètre jusqu'à 25 ans, et après jusqu'à 30 ans, on va grandir de 0,01 mm. Donc en fait, ça devient négligeable à partir d'un certain âge, 25, 21, 25 ans. Et c'est souvent quelque chose qui intéresse beaucoup les gens pour savoir quand est-ce qu'on se fait poser un implant. D'accord. C'est cette croissance verticale. D'accord. Voilà, on aura un podcast sur les implants. Ok. Mais c'est super de soulever la question. En tout cas, ça montre que tout est en mouvement, quoi, en fait. Rien n'est figé, tout bouge. Et donc, ce qui est très difficile avec l'orthodontie, c'est ce qu'on en revient aux articles scientifiques, c'est que c'est pas une science exacte, c'est très difficile de faire des études sur l'orthodontie parce que c'est pas une maladie, on n'est pas en train de soigner des malades, on soigne des malocclusions. Donc, c'est très difficile de faire des tests et des expériences sur les patients. Des malocclusions, tu peux définir Alors une malocclusion, c'est ce que je disais, c'est-à-dire la mâchoire trop en arrière ou les dents qui se touchent mais pas de la bonne façon. Voilà.
Voilà, c'est ça qu'on traite en orthodontie. Et donc, du coup, il y a des grands orthodontistes connus dans le monde qui ont essayé de donner des chiffres pour dire là, c'est plutôt la chirurgie ou là, ça en vaut la peine de mettre un appareil. Et ça, c'est à l'orthodontiste de le savoir et de le décider. Il y a un aspect créatif alors dans ce métier. Il y a complètement un aspect créatif, original et artistique. Et d'ailleurs, on fait parfois des plis sur les fils qu'on appelle les artistic bends. D'accord, tu peux développer ? Eh bien, alors ça relève de l'orthodontie et plus de l'orthopédie. Parce que jusqu'ici, on parlait d'interception. Qui dit interception dit appareil, dit orthopédie. D'accord. Maintenant, on va parler d'orthodontie. L'orthodontie, c'est aligner les dents. Tout simplement. Tout simplement. Et les mettre dans une bonne occlusion. Voilà. Et c'est quoi l'occlusion ? C'est la façon qu'ont les dents de se toucher. Pourquoi c'est important ? Parce que c'est ce qui fait qu'on mange correctement, que les articulations sont protégées. Donc c'est cet engrainement qui doit être achevé d'une manière précise pour garantir la pérennité de nos dents et le bon fonctionnement de nos dents. En plus de l'esthétique, bien sûr. Est-ce que ça a un impact sur la malocclusion, sur le reste de l'organisme, je sais pas, sur la posture, sur... Alors ça, c'est très difficile de dire oui ou non. Ça, c'est plutôt encore une fois le squelette qui va avoir un impact sur la posture. Par exemple, un patient qui est respirateur buccal, c'est-à-dire qui respire par la bouche au lieu de respirer par le nez, il va avoir tendance à se tenir la tête en avant, donc il est toujours en étirement musculaire, et donc ce qui fait qu'il a une mauvaise posture. Après, est-ce que les dents, c'est-à-dire la façon qu'elles ont de se toucher, vont avoir des conséquences sur le dos, les muscles, etc. Très sincèrement, je ne sais pas. Et ça, c'est mon avis personnel. Je dirais que... Je dirais que, à mon avis, ça dépend des malocclusions, je pense. Ok. Ça peut aussi dépendre des organismes. Il y a des organismes qui sont très sensibles, peut-être qui compensent très vite avec une belle musculature, etc. C'est là aussi que l'orthodontie est intéressante et pourquoi j'ai fait ce métier. C'est parce que, encore une fois, l'orthodontie, les dents ne sont pas à mettre à part par rapport à la bouche. Elles sont dans un environnement entouré de tissus mous qui vont avoir aussi une influence sur elles. Par exemple, une langue qui ne va pas se mettre au palais ne va pas élargir le palais, ou une langue qui va pousser sur les incisives quand le patient avale sa salive au lieu de toucher le palais, va créer ce qu'on appelle une béance, c'est-à-dire une ouverture buccale. Ça ressemble... Voilà, une béance antérieure, c'est-à-dire les dents de devant ne se touchent pas parce que la langue, qui est un muscle très puissant, même 13 muscles, pousse constamment sur les dents et donc les empêche de venir en occlusion. Donc là, il faut rééduquer la langue. Il faut rééduquer la langue et ça, je ne sais pas si... Ça, c'est très difficile. C'est le travail de l'orthophoniste et c'est très très difficile. Donc tu travailles en équipe, du coup, avec des orthophonistes ? Alors en général, l'orthodontiste ne travaille jamais seul. D'accord. Il travaille avec un pédodontiste, c'est un dentiste pour les enfants, ou un dentiste qui valide que les dents sont en bon état. Okay. Il faut faire des check-ups régulièrement chez le pédodontiste et chez le dentiste pour vérifier qu'il n'y a pas de caries pendant le traitement, parce qu'un traitement d'orthodontie a ses risques. Ok. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il faut régulièrement aller se faire des détartrages, vérifier qu'il n'y a pas de caries, faire des radios, etc. Et alors, c'est quoi les risques d'un traitement orthodontique ? Il y a plusieurs risques pendant un traitement d'orthodontie. La première chose, c'est que comment ça marche déjà, les bagues. Oui, c'est là. Tout à l'heure, on en a parlé. On pourrait parler on peut aborder ce sujet-là d'abord et après on parlera des risques. D'accord. Alors, les bagues, qu'est-ce que c'est ? C'est des petites attaches qu'on colle sur les dents. Okay. D'accord. Et entre elles passe un fil. Okay. Le fil, c'est ce qui va mettre la force. Il va imprimer une force dans la bague et il va lire en fait l'information qui est dans la bague pour faire bouger la dent comme on veut. Ok. Voilà. Donc c'est ce qu'on a tous eu en fait globalement. Absolument. Donc c'est le fil qu'on met qui déplace les dents. Voilà, c'est ça. Ok. C'est toi qui l'as façonné comme tu voulais ? Alors maintenant on n'a plus besoin d'autant façonner qu'avant. On façonne vers la fin quand on a des petites erreurs encore et des corrections minimes à apporter. Là on façonne le fil. Mais le fil et normalement le collage surtout, c'est-à-dire la façon qu'on a de placer les bagues. C'est ça qui va déterminer le déplacement dentaire. Et c'est pour ça que quand un enfant sort d'un collage, le fil part dans tous les sens et les bagues sont collées à des hauteurs complètement différentes parce qu'en fait, les dents ne sont pas alignées. Donc, elles sont là pour compenser les différences de hauteur. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, les bagues font bouger les dents. Okay. Et après, une fois que l'arcade du haut et que l'arcade du bas correspondent,
Eh bien, pour finir et parfaire cette occlusion, il arrive, et c'est très souvent, qu'on demande aux patients de mettre des élastiques. Ok. Voilà. Donc c'est à ça que ça sert les élastiques. C'est à ça que ça sert les élastiques, exactement. À amener le maxillaire, c'est-à-dire la mâchoire du haut et la mâchoire du bas, à se toucher correctement. C'est les élastiques qui font ça, ce ne sont pas les bagues. D'accord. Voilà, c'est les élastiques avec les bagues. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est pour ça que le patient doit porter des élastiques. On a d'autres alternatives aux élastiques, il y a des ressorts, il y a plein d'appareils. C'est pour ça, encore une fois, l'ODF, l'orthodontie, c'est un très vaste sujet. Il existe plein d'appareils qui remplacent aussi les élastiques. Quand on voit qu'on a un patient souvent qui n'est pas très sérieux, c'est-à-dire qui ne met pas ses élastiques, eh bien on peut lui fixer des ressorts qui vont remplacer le travail des élastiques. Donc là, il se retrouve avec un truc qu'il ne peut plus enlever. Qui ne peut plus enlever, et ça marche très bien. Il a tout intérêt à gérer ses élastiques. Voilà, c'est ça. Donc ça, ça c'est pour les bagues. Okay. Alors le risque, il existe des bagues transparentes ou des bagues métalliques. Les deux fonctionnent exactement de la même manière. C'est juste, absolument. C'est juste esthétique ou moins esthétique, on va dire. Mais sinon, c'est la même chose. Ok. Alors, donc les risques de l'appareil orthodontique, il y en a plusieurs. D'abord, comme on fait bouger la dent, on fait bouger la racine de la dent dans l'os aussi. Okay. Donc on crée en fait une inflammation. Okay. Les conséquences, c'est que parfois, si on tire trop fort, trop longtemps, ou que le patient disparaît dans la nature avec ses bagues et revient plus et donc garde son appareil, il peut y avoir ce qu'on appelle des résorptions radiculaires, c'est-à-dire que la racine de la dent diminue en longueur. Ok, ça vient du fait de la déplacer ? Ouais, ça vient du fait de la déplacer quand on tire trop fort. D'accord. Quand on fait un mouvement qui est trop important sur la dent, et aussi ça dépend du patient. Voilà, c'est plurifactoriel. Il y a une composante génétique, mais c'est plurifactoriel. Okay. Il y a aussi... c'est le patient et la force qu'on a mise dessus, et ça peut être le type d'appareil qu'on utilise, si on a tiré trop fort. Okay. Là, on peut avoir ce qu'on appelle une résorption radiculaire. En général, elle est d'ailleurs quasi systématique, mais souvent elle est très très faible, si faible qu'on la voit même pas. Mais chez d'autres patients, elle peut être plus importante. D'accord. Voilà, c'est pas grave. D'accord. Une fois qu'on désappareille le patient, il faut surveiller, mais c'est pas grave. À condition qu'on surveille, en fait. Absolument. Ouais. C'est-à-dire que tu prends des radios régulièrement ? Il faut prendre des radios régulièrement, il ne faut pas tirer fort et surtout il faut informer le patient que voilà, il a cette résorption, mais qui s'arrête le jour où en fait on arrête de tirer sur la dent. Donc si t'en vois une, t'arrêtes tout ? Non. Non. Si on en voit une, on n'arrête pas tout. Si on en voit une, on ne tire pas fort sur les dents, on finit et on arrête le traitement. Ouais, pour que les gens comprennent bien, c'est vrai que s'il y a une résorption sur la racine, les dents ça repousse pas, en fait ça se reconstruit. Non, pas. Les dents ne repoussent pas, la racine ne va pas revenir, mais elle va rester dans une situation d'équilibre. Bien sûr, je ne parle pas d'une résorption sévère, je parle d'un petit manque à l'apex, je ne parle pas de la moitié de la racine de la dent qui disparaît. Tout, là on arrête tout. Ouais, ok. Évidemment. En tout cas, moi j'arrête tout. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est un risque cariogène, c'est-à-dire développer des caries. Okay. En général, ça se voit avec des taches blanches autour de la bague. Taches blanches, mais je croyais que c'était noir les caries, moi. Alors, la carie, avant de devenir noire, elle est blanche. Elle est très maligne. D'abord, elle décolore encore plus la dent. Donc, ça fait une espèce de craie, comme une trace de craie sur l'émail de la dent. Et ensuite, quand on enlève la bague, soit on a un trou jaune mou et ça c'est de la carie, soit c'est un peu plus foncé, mais ça déjà la trace blanche ça s'appelle une déminéralisation, c'est le stade 1 de la carie. Okay. À quoi c'est dû? Moi je dis toujours que c'est pas les bagues qui donnent les caries, c'est les bactéries qui donnent les caries. Donc ça veut dire que le patient soit a des habitudes alimentaires qui sont mauvaises, type boisson gazeuse, acide ou alimentation les sucrée. Bonbons, tout ça, ouais. Voilà. Et c'est souvent surtout les boissons gazeuses qui donnent des caries. Et associé à un manque d'hygiène, donc mauvais brossage dentaire. C'est une contrainte du traitement d'orthodontie. Il faut se brosser les dents 3 fois par jour de manière très minutieuse. Encore plus que si tu n'avais pas l'appareil. Tout à fait. On comprend facilement que la nourriture stagne entre les bagues, entre les fils, etc. Donc ça, c'est les inconvénients. Donc ça, ce sont les risques du traitement d'orthodontie, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des risques de blessures. Donc ça doit sûrement parler à certains parents. On colle les bagues, le lendemain ils partent en vacances, la dernière bague se décolle, le fil rentre dans la joue,
Voilà, le trou dans la joue et on fait l'annuaire pour trouver l'orthodontiste ou le dentiste qui acceptera de nous prendre en urgence pour couper le fil. Donc voilà, ça c'est un risque du traitement d'orthodontie, c'est les blessures gingivales ou jugales. Et donc, ça me parle aussi, tu me renvoies à mes souvenirs de traitement orthodontique. Okay. Oui. Bon bah super, donc on a compris qu'on pouvait travailler sur les bases osseuses, on a compris qu'on déplaçait les dents avec les bagues, voilà. Que ça avait des impacts sur les tissus mous environnants, etc. Que tu travaillais en équipe avec des orthophonistes, des pédodontistes, des chirurgiens quand il faut jouer sur les bases osseuses. Voilà. Okay. Et donc tout ça c'est pour les enfants. Il t'arrive aussi de soigner des adultes. Oui. J'ai l'impression, moi, autour de moi, que... Alors déjà tous les dentistes, j'ai l'impression que pendant leurs études et à 30 ans, ils ont leur droite certes, mais ils font tous de l'orthodontie. Ouais, comme moi là. Ouais, toi, voilà. J'ai l'impression que autour de moi, j'ai de plus en plus d'adultes de mon âge qui font des traitements orthodontiques. Alors, est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus ? Est-ce que c'est bien de faire ? Est-ce que c'est trop tard ? Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que c'est des traitements qui sont plus lourds, moins lourds ? Alors, c'est jamais trop tard pour faire de l'orthodontie. Jamais. Et moi, j'ai des patients, mon record, c'est 70 ans. Ouais. Voilà. Maintenant, pourquoi il y a de plus en plus d'adultes qui font de l'orthodontie, et tu as raison de le souligner, c'est parce qu'on a développé des appareils de plus en plus esthétiques, de plus en plus discrets, notamment des bagues collées derrière les dents. D'accord, ce qu'on appelle l'orthodontie linguale. Linguale, absolument. Ou des gouttières. Alors la gouttière n'est pas invisible, elle se voit, mais elle est beaucoup plus discrète que les bagues. Et donc tout ça a ouvert un champ, en fait, des opportunités pour les patients adultes de se faire traiter. D'accord. Voilà. Par contre, la différence entre un patient adulte et un patient enfant, on va dire que le patient enfant, c'est une page blanche. En général, il n'a pas de couronne, il a toutes ses dents, sauf problème génétique. Il n'a pas de carie, il n'a pas d'implant. Donc, entre guillemets, c'est facile. Ouais. Alors que le patient adulte, lui, il a une bouche qui a vécu. Il a des implants, il a des couronnes, il a des bridges. Son squelette est figé. Et aussi, la réaction inflammatoire, c'est-à-dire la réponse des tissus d'un adulte, donc de tissus dentaires, des tissus dentaires et environnementaux, est moins importante et plus lente que le patient enfant. Donc en fait, il faut pas moins en attendre, mais il faut justement travailler avec des forces douces, faire attention chez le patient adulte, etc. Parce qu'on va avoir une réponse, et ça, il y a un article récent d'ailleurs qui est sorti qui le démontre. On a des mouvements qui sont plus lents et moins importants, donc ça va aller moins loin chez le patient adulte. D'accord. Voilà. D'accord, ok, c'est moins malléable, c'est moins... C'est la réponse tissulaire, donc biologique au niveau de l'os et au niveau des tissus parodontaux, c'est la gencive qui entoure les dents, qui est moins importante que chez l'enfant. C'est-à-dire qu'on va avoir des traitements peut-être plus longs ? Alors, très bonne remarque. Ça veut dire que pour arriver au même résultat chez un adulte par rapport à un enfant, ça prendrait plus de temps. Okay. Mais est-ce qu'on va avoir un traitement plus long chez l'adulte par rapport à un enfant ? Toi, Mathieu, en 3 ans, regarde tout ce que tu as fait dans ta vie. Un adulte, en général, en 3 ans, un adulte trentenaire. Hein, globalement, les patients qui viennent en orthodontie, la moyenne d'âge chez l'adulte, c'est la trentaine. Ils se marient, ils ont des enfants, ils achètent un appart, ils changent de boulot. Voilà. Alors que 3 ans chez l'enfant, c'est le lycée, c'est le collège, mais globalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Ouais. Donc un adulte, si on lui rajoute à sa vie de tous les jours en plus des bagues, il faut vraiment que ce soit le plus court possible, le traitement le plus court possible. Donc en général, on dit qu'un adulte, le traitement doit être réaliste, alors que chez l'enfant, il doit être idéaliste, c'est en anglais. Donc idéal chez l'enfant et réaliste chez l'adulte. Ok. Plus pragmatique, tu veux dire plus pragmatique, voilà. Ouais. Voilà, c'est ça. Ok, super. Et alors, tu parlais des gouttières qui déplaçaient les dents, parce que là, on en voit aussi de plus en plus. Oui. Donc, c'est quoi ? C'est des gouttières qu'on porte la journée, la nuit ? Alors, les gouttières, pour que ça marche, il faut les mettre tout le temps. Tout le temps. Ça veut dire la journée et la nuit, on les enlève que pour manger. D'accord. Donc, ce sont des gouttières, donc c'est du plastique qui fait bouger les dents. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un effet de mode autour de ça. Tout le monde en a. Alors, c'est à coût de milliards de dollars de publicité que y a effectivement ces gouttières sont omniprésentes dans le paysage urbain. On les voit, on voit les publicités dans le métro, on voit dans les magazines, etc. Mais c'est parce que c'est une entreprise américaine très connue qui a mis beaucoup de moyens pour la publicité. Elle n'est pas la seule à faire des gouttières, mais elle est leader sur le marché.
D'accord, ok. Donc il faut savoir que les gouttières, ça marche, mais ça marche pas pour toutes les malocclusions. D'accord. Et que peut-être demain ça marchera pour toutes les malocclusions, sûrement. Aujourd'hui, il y a des problèmes dentaires qui font qu'il vaut mieux parfois passer par les bagues. Voilà. D'accord, et l'autre ok. chose à Tu peux propos pas tout résoudre avec. Non, on peut pas tout résoudre Alors, avec. J'ai l'impression aussi que ça a l'air facile de poser des gouttières, ça a l'air extrêmement efficace, c'est peut-être marketé à mort. Est-ce qu'on peut pas tomber un peu dans la dérive des bars à sourire, si tu veux, qui vont te dire allez, un jour n'importe qui pourra te poser une gouttière C'est une très 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 bonne remarque parce que effectivement, il faut se méfier absolument. La gouttière, c'est un moyen de traitement. Le plus important dans l'orthodontie, c'est le diagnostic, c'est-à-dire le fait d'avoir vu le patient, fait une consultation, fait des examens complémentaires, c'est-à-dire des radios, des photos, des moulages qui permettent de poser un diagnostic clair. Et ensuite, la façon qu'on va de traiter cette malocclusion, ça reste un moyen. Donc que ce soit des gouttières ou des bagues, c'est le moyen utilisé. C'est pas ça qui va résoudre, c'est pas le plus important dans le traitement orthodontique. L'expertise de l'orthodontiste voilà. est essentielle. Et attention aux barres à sourire et même gouttières qu'on peut commander sur Internet, parce que justement, il n'y a pas eu ce diagnostic de fait. On dit aux gens, on va vous aligner les dents, mais l'orthodontie, ça n'est pas que aligner les dents. Donc, on se retrouve avec des patients qui, ok, ont les dents alignées, mais on a un décalage qui subsiste. Et il faut savoir que si à la fin, nous, on fait autant attention à l'occlusion, c'est-à-dire la façon qu'ont les dents de se toucher, c'est parce qu'on veut avoir une stabilité dans notre traitement. Si l'occlusion à la fin n'est pas bonne, et c'est souvent ce qui est obtenu avec ces barres à sourire ou ces gouttières commandées sur Internet, vous n'aurez pas de stabilité dans votre traitement. Donc ça veut dire que vos dents vont rebouger. Et moi, ça me fait la halluciner, minute où vous arrêtez, vous enlevez votre dernière gouttière, ça revient au point de départ. Ok. Donc il faut aller voir un spécialiste. Ça me paraîtrait hallucinant de faire bouger mes dents sans avoir l'avis d'un expert dans le domaine. Malheureusement, c'est pas de la faute du patient, c'est ce que vendent certaines entreprises. Ouais, bien sûr. Donc il faut faire très très attention. De vendeur de rêve, quoi. Hein. Voilà, c'est ça. Et ils abandonnent, en fait, quelque part, ils abandonnent leurs patients. Et les patients sont livrés à eux-mêmes, puisqu'ils se retrouvent avec les dents droites, ils sont contents, mais ils se retrouvent sans stabilité, sans fil de contention. Avec une mauvaise occlusion. Voilà, avec une mauvaise occlusion à la fin, que ça peut avoir, qui peut être moins stable que leur occlusion de départ, donc moins confortable pour eux. Et les dents rebougent. Donc en gros, pour conclure, ils ont jeté leur argent par leur fenêtre. Ils ont perdu du temps. Et ils ont perdu du temps. Ouais. Et ils peuvent avoir abîmé leur tissu dentaire et muqueux. Honnêtement, ça me fait un peu halluciner qu'il y ait des choses comme ça qui existent. Bon, on comprend que les gars, ils veulent juste vendre des gouttières et pas forcément le bien-être des patients, quoi. En fait, c'est malheureusement opéré par des personnes qui ne sont pas forcément dans le milieu médical à la base et donc qui n'ont pas cet aspect-là. Mais il faut faire attention, il y a des systèmes de gouttières et il y en a plein. Quand les gouttières, c'est fait avec des professionnels médicaux, ça se passe très bien. Oui, bien sûr. Ça a des très bons résultats et ça marche très bien. Et toi, tu parlais de ton traitement orthodontique, par exemple. Ouais. Pourquoi donc là, alors moi, je me suis fait poser des bagues. Beau sourire, Myriam. Et on voit pas du tout tes bagues, c'est d'ailleurs hallucinant. Elles sont derrière tes dents. Voilà. Et t'as pas choisi une gouttière. Non, moi j'ai pas choisi les gouttières, mais j'aurais pu prendre des gouttières. Pourquoi mais je l'ai pas choisi pour des raisons esthétiques, parce que pour moi les bagues, si je le dis pas, personne ne le voit. Ouais, c'est vrai. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus discret. Vous pouvez me croire, on voit absolument rien. Et la deuxième chose qui explique pourquoi j'ai fait poser des bagues, c'était pour comprendre ce que vivait le patient qui avait des bagues collées derrière les dents. Ok. Voilà. Donc je voulais savoir quels étaient les désagréments de cet appareil, s'il y en avait ou pas. Et je dois dire qu'après une semaine, c'est magique. T'en avais quand même besoin un peu. J'en avais besoin, bien sûr. D'accord. J'ai pas fait ça. Oui, j'avais les dents qui se chevauchaient légèrement. Et donc j'ai fait un traitement esthétique pur avec alignement dentaire uniquement. D'accord, ok. Et donc, souvent on entend que les bagues en lingual, c'est pas forcément agréable à vivre, etc. Et donc toi, t'en as fait l'expérience. C'est quoi ton retour là-dessus Les bagues en lingual, pour moi, c'est l'appareil le plus sophistiqué pour l'adulte ou même l'adolescent esthétique qui existe aujourd'hui. Okay. C'est du sur-mesure. Donc c'est la même chose, c'est la même différence qui existe entre un costume qu'on va acheter dans une enseigne de prêt-à-porter générale et un costume qu'on se fait faire sur mesure. Donc c'est un peu le top, quoi. C'est le top du top. Pourquoi ? Parce que les bagues, elles sont adaptées à la bouche du patient et tout le traitement ainsi que les fils sont faits par rapport à cette bouche. Alors les gouttières aussi,
Mais là, avec les bagues en linguale, on peut quand même aller un peu plus loin aujourd'hui dans certains mouvements dentaires qu'on ne peut pas encore faire avec les gouttières, même si les gouttières arrivent à des très 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 bons résultats. Okay. Et l'autre chose, c'est que c'est le seul qui se voit vraiment pas. Okay. Ouais. Alors après, les désagréments, c'est au début, il faut un petit temps d'adaptation pour l'élocution. D'accord. On peut avoir un peu, on choisit un peu ses mots, mais ça dure quelques jours. D'accord. Et puis ça, au début, c'est la langue, pareil, doit s'habituer à ce nouveau contact. Et au niveau de l'hygiène ? Au niveau de l'hygiène, alors que ce soit par rapport aux gouttières, où c'est très facile, on enlève ses gouttières, on se brosse les dents et on remet ses gouttières, et là c'est super facile. Là, les bagues, ça demande plus d'applications pour se brosser les dents. Plus de matériel et plus de temps. Plus d'entretien. Plus d'entretien. Ok. Et alors, pour terminer, tu disais qu'avec un appareil, avec une gouttière, les dents allaient rebouger. Est-ce que après tout traitement orthodontique, les dents rebougent ou est-ce qu'il faut les stabiliser et comment on les stabilise ? Alors, avec un appareil, avec des gouttières commandées sur Internet, sans dentiste, les dents rebougent. Mais si c'est fait par un orthodontiste, ça ne bougera pas derrière. Hein. Si c'est bien fait, les gouttières, ça marche très bien, ça ne bougera pas derrière. Donc, quel que soit le traitement d'orthodontie qu'on fait, à la fin, il faut une contention. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'une contention ? En général, c'est un fil qu'on colle derrière les dents, qui ne se voit pas, de canine à canine, pour maintenir le résultat. Parce que sinon, les dents rebougent. Ça, je parle des dents de devant. Ok, juste les dents de devant. Juste les dents de devant. Les dents du fond bougeront pas. Non, les dents du fond sont calées par l'occlusion, donc en général, elles ne bougent pas. Après, selon ce qu'on a fait durant le traitement, il existe différentes formes de contention. Par exemple, si on a élargi un palais, on peut, si on veut vraiment être tranquille, ceinture et bretelles, être sûr que le palais ne va pas se rétrécir si on l'a fait trop tôt, par exemple chez le patient, on peut mettre une plaque, donc en résine, qu'on appelle une plaque de Hawley, avec laquelle le patient va dormir la nuit, pour maintenir cette expansion qu'on a réalisée. Et pendant combien de temps il y a fait ? Alors, la contention, pendant combien de temps ? Alors, souvent, ça c'est bien les Anglais par rapport aux Français. Les Anglais disent à vie. Moi, c'est ce que j'ai appris, parce que c'est vrai que le jour où on enlève le fil, comme je l'ai dit tout à l'heure, les dents, elles sont sous l'influence des tissus mous, donc de la langue, des joues, de la lèvre. Et avec le temps, en fait, on a ce qu'on appelle une poussée vers l'avant. C'est-à-dire que les dents ont tendance à aller vers l'avant et à se chevaucher. Quel que soit le patient, et cela n'a rien à voir avec les dents de sagesse. Donc c'est pour ça qu'il faut garder le fil du bas le plus longtemps possible. Le fil du haut, chez l'adolescent, il n'y a pas vraiment de règle là-dessus. Il faut le garder le plus longtemps possible s'il ne gêne pas. Mais il faut faire très attention, aller voir régulièrement son orthodontiste pour qu'il contrôle ce fil. Pourquoi ? Parce qu'il existe ce qu'on appelle les syndromes du fil, c'est-à-dire des fils qui sont actifs, des fils collés derrière les dents de contention qui sont actifs et qui vont déplacer en fait les dents, qui vont faire de l'orthodontie. Donc ça, il faut l'intercepter le plus vite possible. Ah oui, d'accord. Si on a un fil en gros, il faut aller chez l'ortho ou chez le dentiste pour faire contrôler que tout va bien. Tous les ans, Tous les ans, ouais. Ok, parfait. Tous les ans, tous les 2 ans. Ok, merci. Tu as parlé des dents de sagesse. Alors c'est vrai que souvent, ça va être une question qui revient. Est-ce qu'on doit faire extraire les dents de sagesse ou pas ? J'irais même, est-ce qu'aujourd'hui tu penses qu'il y a des cas où il faut extraire des fois des prémolaires ou des dents pour faire de la place ? Il y a des orthodontistes qui vont dire vous manquez de place. Très bien. C'est une question qui est vraiment complexe, avec plein d'avis différents. Quel est ton point de vue là-dessus ? C'est une excellente question et je me la suis posée et du coup j'ai jeté un petit coup d'œil à la littérature. Quand on a des questions aussi compliquées que ça, on va regarder les articles scientifiques, les études qui ont été publiées là-dessus. Alors les études, qu'est-ce qu'elles disent ? Elles disent que les dents de sagesse ne font pas bouger les dents. Ok. Première chose. Peu importe s'il y a de la place ou pas. Peu importe s'il y a de la place ou pas, ce sont les études qui le disent. Les dents de sagesse ne font pas bouger les dents. Par contre, on va avoir des indications d'extraction de dents de sagesse qui sont, si le patient présente des infections au niveau de ses dents de sagesse, à répétition. Et la deuxième chose, et ça c'est nous orthodontistes qui devons le voir, si l'angulation de la dent de sagesse, qui est la dernière dent à sortir, c'est vers 18-25 ans qu'elle sort, et on commence à contrôler les dents de sagesse vers 14-15 ans, on commence à bien regarder sur les radiographies panoramiques leur évolution, etc. Et il arrive que la dent de sagesse, surtout à la mandibule, soit inclinée à l'horizontale et menace en fait de résorber les racines, donc d'aller créer un problème sur la deuxième molaire qui est déjà en bouche, qui est juste devant. Et dans ce cas, on enlève. Après, je veux dire qu'il y a un document qui a été publié par l'HAS, qui est la Haute Autorité de Santé, en 2019. C'est récent. Donc c'est très récent, mai 2019,
qui dit que les dents de sagesse, quelle que soit leur position sur l'arcade ou pas, ne sont pas à extraire. Et en fait, il y a plus de risques à se les faire retirer qu'à les laisser. Ça, c'est l'HAS qui le dit, c'est pas moi qui le dit. D'accord, ok. Voilà. Et j'ai par contre un mot très important à dire à ce sujet, et ce n'est que mon avis. Je pense que c'est un gros problème de se faire aujourd'hui prescrire des extractions de dents de sagesse sous anesthésie générale. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup plus de risques liés à l'anesthésie générale qu'à l'extraction des dents de sagesse. Il y a des chirurgiens les dentistes qui font les extractions de dents de sagesse très bien, sous anesthésie locale, en prenant le temps, en détendant le patient, qui font que ça, qui le font parfaitement bien. Donc stresser pour les dents de sagesse n'a jamais tué un patient, mais par contre une anesthésie générale, c'est un risque. Donc il ne faut pas... voilà. On est bien d'accord. Voilà. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Je suis d'accord avec toi. Alors pour les prémolaires maintenant, oui, parce que ça peut arriver aussi. ça existe évidemment qu'un patient qui n'a pas la place, donc il y a les dents qui se chevauchent énormément, avec un parodonte fin, c'est-à-dire une gencive et un os fin, il faut faire des extractions. Et ça ne se verra pas ni dans son sourire, ni dans son profil. Les extractions, quand elles sont bien indiquées, votre entourage ne devinera jamais que vous avez eu des extractions. D'accord. Oui, parce que sinon... on risque d'avoir un déchaussement de toutes les autres dents par manque de place. Alors exactement, absolument, ça s'appelle les extractions lentes. Moi j'appelle ça comme ça. Okay. Voilà. Qui se font naturellement. Et alors, il y en a aussi qui proposent de limer un peu les dents pour faire de la place. Ça aussi, ça se fait ? Alors, il y a plusieurs façons de faire de la place. Il y a limer les dents, comme tu dis. Ça s'appelle le stripping. Donc, je pense que les patients qui ont eu de l'ortho voient très bien ce que c'est. Donc, c'est comme si on prenait un petit papier à polir, on le passe entre les dents. Donc, il faut le faire de manière très précise, mesurer la quantité d'émail qu'on retire pour pas que le patient ait des sensibilités derrière. Donc, ça, c'est le stripping. Ensuite, on a aussi la vestibuloversion des dents, c'est-à-dire on envoie les dents un peu en avant pour créer de la place, mais ça c'est le plus dangereux. Voilà, c'est là que je dis qu'il ne faut pas faire d'extraction de dents. Et la dernière façon de faire, c'est les extractions. Ok. Voilà. Bon bah ok, super. Et avant de terminer, on parle aussi, tu sais, surtout sur les questions musculo-squelettiques, etc., des modifications de l'orthodontie. On a compris que ça allait bouger au niveau de la face. Est-ce que tu crois que c'est intéressant de travailler avec des ostéopathes, par exemple, pendant cette phase-là ? Ou pas du tout, ou alors c'est une vue de l'esprit Alors, moi, ce que je pense, c'est que on a le patient qui a en fait une occlusion qui n'est pas bonne et qui n'a pas d'habitude musculaire en plus mauvaise. Par exemple, je pense au bruxisme, c'est-à-dire les patients qui serrent les dents. Si il n'y a pas de bruxisme, c'est pas un patient qui grince, c'est pas un patient qui serre les dents, et il a une malocclusion, il n'y aura pas de problème sur ses ATM, sur ses articulations, on ne va pas avoir de soucis. Donc il peut vivre comme ça, entre guillemets. Il va user plus ses dents qu'un patient qui a une bonne occlusion, peut-être ou pas, on ne sait pas, mais il peut vivre avec. Moi, je pense qu'il y a une corrélation entre les muscles, les ATM, les articulations, etc., si le patient a une parafonction. C'est-à-dire donc le bruxisme ou une habitude déformante, exactement. Là, oui, on peut avoir un problème, on peut avoir une répercussion sur les articulations. Et encore une fois, ça n'a jamais été clairement démontré. Après, aller voir un ostéopathe, je ne sais pas, mais en revanche, aller voir un kinésithérapeute qui peut faire de la rééducation linguale, qui peut faire des massages au niveau des masséters, ou aller voir un dentiste spécialiste justement des parafonctions qu'on appelle un occlusodontiste, c'est très intéressant. Ok, bon bah ok, c'est très bien, merci, c'est très clair. Dernière question, comment on choisit son orthodontiste ? Alors moi je vais vous dire, ça dépend de l'âge. Si il vaut mieux aller chez quelqu'un qui a poussé les études d'orthodontie, donc un spécialiste en orthodontie, c'est la première chose. Ensuite, allez voir un orthodontiste, soit si vous avez un ado et que l'orthodontiste est à côté du collège ou du lycée, en général, comme le traitement est long et que l'enfant va y aller tout seul, si vous avez confiance en votre orthodontiste, et ben c'est très bien. Faut que ce soit pratique. Faut que ce soit pratique. Et après, je dirais, chez l'adulte, je pense que c'est très difficile de choisir un orthodontiste. Comme chez l'adulte, on est dans un traitement de compromis. Je pense qu'il faut choisir l'orthodontiste qui répondra le mieux au projet esthétique et fonctionnel au problème, en fait, à la demande du patient. C'est-à-dire chez l'adulte, en fonction de ce qu'on recherche, on va chercher l'orthodontiste qui a mieux compris le motif de consultation. Moi, c'est comme ça que je le vois.
Super, merci Myriam. Ça, c'est une question que je pose à tout le monde. Savoir comment on choisit le praticien avec qui on va travailler. Ce qui ressort, c'est ce que tu dis, cette notion de confiance, d'écoute et de compréhension mutuelle, réciproque. Absolument. Ok, super. Eh ben, écoute, merci beaucoup, vraiment merci un grand Mathieu, merci. Parce que merci l'enregistrement Margot. n'a pas été super facile, parce qu'on est ici à Paris dans un très beau café d'ailleurs. Et il y avait un peu de bruit autour, donc ça on va pouvoir travailler avec Pauline qui va s'occuper de l'enregistrement et du montage, pardon, pas de l'enregistrement, pour faire quelque chose de très joli. Merci Myriam, c'était vraiment un plaisir d'être avec toi. Merci à tous, merci Margot. Et à très bientôt. Merci les amis pour votre attention et votre écoute. Nous espérons que l'épisode vous a plu. Si l'on peut retenir 3 choses importantes de cet échange, c'est premièrement, peu importe l'âge du patient et la technique que vous allez employer, tout fonctionne et dure dans le temps. Le plus important est d'être suivi par un professionnel qui posera un bon diagnostic. Deuxièmement, pour les enfants, il faut consulter le plus tôt possible dès 7-8 ans, nous a dit Myriam, pour anticiper des problèmes plus lourds à gérer par la suite. Et troisièmement, aujourd'hui, nous savons qu'il n'est pas systématiquement nécessaire d'extraire des dents pour des raisons orthodontiques. Et cela vaut aussi pour les dents de sagesse. Merci à Myriam de s'être prêtée au jeu et d'avoir répondu à nos questions à cœur ouvert et en toute transparence. Si vous avez aimé l'épisode, parlez-en autour de vous. Mettez des petites étoiles sur votre application et incitez vos proches à écouter Dans tes dents. C'est le meilleur moyen pour nous de développer le podcast. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que l'on traite, contactez-nous par mail contactdantesdents@gmail.com ou via Facebook et Instagram @dantesdents.podcast. Dans tes dents est à retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube et toutes les plateformes d'écoute. Merci à Pauline Bussy pour tout le travail de montage et de post-production qu'elle réalise pour le podcast. Et enfin, merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Et surtout les amis, Prenez soin de vos dents. dans tes dents.